Bonjour à tous, soyez les bienvenus une fois de plus, comme chaque semaine. Vous êtes sur le plateau du grand débat du web. Les grandes voix du web qui viennent discuter de l'actualité connectée, 4 grandes voix, comme chaque semaine, avec une diffusion que vous allez retrouver sur Digital Business News, évidemment, et puis sur la chaîne Demain, que vous retrouvez sur la TNT en Ile-de-France, sur les box, évidemment, sur Internet, avec un site demain.fr. Les 4 invités de cette semaine, Mounia Erka. Bonjour Mounia. Bonjour. Comment ça va bien ? Ça va très bien. VC du Isaïe Seed Club. Isaïe, c'est un fonds d'investissement d'entrepreneurs au départ. Le Seed Club, c'est quoi ? Le Seed Club, c'est la partie amorçage d'Isaïe, qui est nouvelle, avec le nouveau fonds qu'on vient de lever en juin 2015. Le but, c'est de faire de l'amorçage, mais de faire participer donc, nos fameux entrepreneurs qui se trouvent être business angels. Donc l'idée, c'est d'investir avec eux amorçage, en c'est amorçage. Petit ticket, ils sont de combien en général ? Entre 500 000 et 1 million d'euros à peu près. Ouais, parce qu'il fait gros ticket pour certains d'ailleurs. C'est quand même pas mal. C'est une belle amorçage. À côté de vous, Éric Dupin qui a amorcé une poussée de barbe assez redoutable ces derniers temps. Comment ça va ? On ne sait pas où ça va s'arrêter. On se demande bien. Elle a poussé depuis la dernière fois. Il est dans une espèce de dynamique ZZ Top, en fait. C'est ce qu'il nous a dit, donc on va voir jusqu'où ça va aller. C'est le fondateur de Presse Citron, de Dronestagram. Également, on a parlé la dernière fois également d'un site pour faire son mariage, en tout cas faire filmer son mariage par des drones qui s'appelle mariagepardrone.com. Ouais. C'est une plateforme d'intermédiation entre les gens qui veulent faire des photos un peu originales et des films un peu originaux de leur mariage et des professionnels du drone qui sont des spécialistes de la prise de vue aérienne. La nuit de noces, pour l'instant, il n'y a pas de drone encore. Hein, pas encore, ça pourra venir. Ça pourra venir, bon, on ne sait jamais, il y a peut-être un marché là, sur ce coup-là. En face de vous, Gilles Babinet. Bonjour Gilles. Bonjour. Digital champion de la France, entrepreneur également, avec Captain Dash notamment, et quelqu'un qui observe, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est votre boulot en fait aussi, d'observer tout ce qui se passe et de retransmettre tout ça, de faire une mayonnaise entre la France, les intérêts européens, et c'est parfois compliqué, non ? Ouais, c'est compliqué, mais c'est intéressant aussi parce que ça permet de voir ce qui se passe en Europe. Et quand vous avez 28 pays dans le benchmark, entre guillemets, vous voyez des choses assez étonnantes. Parfois, oui, il y a des pays comme l'Estonie, par exemple, qui font des trucs complètement en avance sur le reste de l'Europe. Et puis, il y a des pays qui sont un peu plus en recul. Et la France n'est pas nécessairement dans le haut du classement. En tout cas, ça baisse un tout petit peu. Et puis, on a Philippe Couve, qui est à côté de vous, fondateur de Samsa.fr, joli t-shirt. Bonjour. Radio Nigeria, du temps où vous faisiez de la radio. Ouais, 1922, 23, quelque chose comme ça. Ouais. Et je continue à aller en Afrique et à intervenir en Afrique régulièrement. Donc, et vous apprenez à ces braves gens à faire de la production médiatique, journalistique, à partir d'iPhone notamment. Oui, à partir d'iPhone ou d'Android d'ailleurs. C'est parce que sur le continent africain, c'est plus des Android qu'on trouve généralement. À partir d'un téléphone qui ont aujourd'hui des qualités absolument, c'est absolument incroyable. Des caméras professionnelles aujourd'hui. Merci d'être là tous les 4. On a 2 sujets, attention, des sujets ardus aujourd'hui dont on va discuter. Quel enjeu se cache derrière le conflit FBI-Apple ? C'est vraiment le truc du moment. Ça prend de l'ampleur chaque jour. En fait, on a l'impression que la messe est un peu dite, puis finalement, ça reprend un petit peu puisqu'on est dans un jeu de dupes en ce moment, ou en tout cas un jeu d'intox, des deux côtés d'ailleurs, pour essayer de faire peur à l'autre, avec la Silicon Valley qui a plutôt tendance à se ranger comme un seul homme du côté d'Apple, ce qui n'a pas été toujours le cas. Donc on peut aussi saluer ce nouveau phénomène de la Silicon Valley. On va en parler, et puis on parlera des startups de la FinTech. FinTech pour les techs de la finance, en fait, tout le système bancaire qui risque d'être disrupté ou pas par ces startups de la FinTech. Est-ce qu'il y a vraiment un danger complet pour les startups de la finance ? Quelques enquêtes récentes on a prouvé que le monde des banques, le monde de la finance est peut-être un petit peu à la ramasse, mais on a vu d'autres univers qui étaient un petit peu à la ramasse, qui voulaient se faire disrupter, dont certains voulaient les disrupter, et qui finalement ont réussi à réagir, à reprendre la main. Est-ce que tout ça se passera comme ça ? On en parlera tout à l'heure. Quel enjeu donc se cache derrière ce conflit entre le FBI et Apple ? Je vous rappelle l'histoire, le FBI qui veut mettre le nez officiellement dans un seul téléphone d'un meurtrier. Évidemment, derrière tout ça, tout le monde a bien compris depuis quelques semaines que se cache l'envie de mettre son nez dans tous les téléphones d'Apple, dans tous les iPhones, avec un morceau de code. Ils ont même demandé à ce qu'on leur fournisse des codes qui leur permettent à volonté d'aller mettre leur nez dans les iPhones, ce à quoi Tim Cook, le patron d'Apple, dit niet, définitivement niet. Il sent pointer la surveillance généralisée. Il est suivi en ça par un certain nombre de gens. Il y a notamment le créateur de Wikipédia qui vient de le soutenir, Jimmy Wales. Il y a évidemment toute la Silicon Valley qui a plutôt tendance à être du côté du premier amendement, puisqu'on en est là aujourd'hui, en disant finalement, le code, c'est de l'écrit, c'est de la liberté de parole, et la liberté d'écrire ou de parole, c'est du premier amendement que ça ressort, et finalement on en est dans une bataille qui devient absolument incroyable. Gilles, par exemple, c'est un truc
qui est vraiment en train de diviser l'Amérique, cette histoire. Alors d'abord, ce n'est pas tout à fait le premier amendement, puisque le premier amendement, c'est le fait de pouvoir s'exprimer librement, mais il n'est pas marqué dans le premier amendement qu'on ne peut pas être écouté. En revanche, dans la Déclaration des droits de l'homme, le droit à la conversation privée est clairement explicité. Donc ça, je crois que c'est une précision qui est nécessaire. À mon sens, il y a deux choses importantes qu'il faut souligner. La première, c'est, d'ailleurs ça a fait l'objet d'une tribune que j'ai co-signée avec Fabrice Epelboin, c'est la notion de souveraineté. C'est-à-dire qu'on voit très clairement qu'il y a une bataille qui sera sans doute déterminante pour savoir qui détient la souveraineté finalement sur les citoyens. Et est-ce que ce sont les États? Légitimement, c'était les États jusqu'à présent. Et puis, ça pourrait devenir les entreprises. Donc ça, c'est très important. Moi, je n'ai pas d'idée là-dessus. Le débat est en cours. C'est un débat qui a lieu en Europe actuellement également, hein, évidemment. Dans une moindre mesure. Je trouve que la qualité du débat tel qu'il existe entre le FBI et Apple est vraiment la quintessence de ce qui se fait. C'est-à-dire, il faut absolument le lire. Les arguments qui sont avancés sont absolument passionnant à cet égard. Et puis, le problème, c'est quand même que Tim Cook n'est pas élu, sauf par ses actionnaires. C'est quand même là, il y a un nœud quand même. Donc c'est effectivement. Et puis le deuxième aspect, c'est ce que nous a dit Edward Snowden récemment. Il a dit ne vous méprenez pas. La FBI ne lit peut-être pas vos conversations, mais la NSA le fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Et là, je crois que c'est assez brutal ce que je vais dire, mais aussi bien les GAFA que les très grandes startups américaines, toutes ont donné leur accès à nos conversations. Et moi, dans mon livre sur la big data, je me suis beaucoup renseigné sur ce sujet. Très clairement, c'est explicité. C'est-à-dire que si un officier de la NSA souhaite savoir ce que chacun d'entre nous autour de cette table ont dit sur n'importe quel réseau social, semble-t-il, Telegram est un peu à l'écart de tout ça, mais à part ça, ils savent absolument tout. Est-ce qu'il y a une chance que ce qui va ressortir de ça, et on va avoir un dénouement qui va finir par arriver assez rapidement, on imagine, peut avoir une influence sur ce qui se passera en matière de choix sur la zone européenne et France? Oui, ça en a une par définition, puisqu'on utilise tous ces outils. Ces outils sont discriminants à deux titres. D'abord parce qu'ils donnent un avantage très important économique à celui qui résistera au FBI. Et puis au-delà de ça, parce que le FBI, ou plutôt les instances de renseignement américaines, de toute façon accèdent à ces conversations, alors que les systèmes de renseignement européens et occidentaux en général n'y accèdent pas. Donc ça, c'est, je crois, quelque chose qui est hautement problématique. Ça montre un avantage technologique déterminant de la part des États-Unis. Et il ne faut pas se leurrer, il est utilisé à des fins économiques en majorité. C'est tout ce que nous montrent d'ailleurs les révélations de Snowden. Donc on a un vrai problème avec les États-Unis. Philippe, cette histoire de démocratie, Tim Cook n'est pas élu, ça c'est une évidence. Mais enfin, est-ce que ça justifie le fait qu'il est élu juste par ses actionnaires? Oui, on est bien d'accord. Est-ce que ça justifie le fait que de l'autre côté, que quelqu'un qui est élu peut aller espionner tous les citoyens? Non, c'était pas ça. C'était le parallèle que faisait Gilles en disant la souveraineté se déplace, elle passe des États vers les entreprises. Aux entreprises. Dans les États, il y a des gouvernements, alors qui suivant les États sont plus ou moins bien élus, ou voire pas élus dans certains cas, mais il y a un régime qui, a priori, a des comptes à rendre à une population. Là, je suis d'accord. Là, dans l'entreprise, on a des comptes à rendre, éventuellement à ses clients, mais surtout à ses actionnaires. Snowden l'a souligné d'ailleurs. Il a dit, c'est pas à Apple non plus de détenir la clé de cryptage de ces systèmes-là. Il faudrait que ce soit une force citoyenne, c'est ce qu'il a évoqué. Donc il y a un vrai problème de redevabilité. Qui rend des comptes? Et qui rend des comptes à qui? Et Apple ne va pas rendre des comptes aux citoyens qu'ils espionnent. Ils vont rendre des comptes à leurs actionnaires. Au-delà de ça, moi je me demande si... Et c'est toujours compliqué dans ces histoires-là, parce on sait que dans les histoires de renseignement, il y a toujours des fonds et des doubles fonds et des triples fonds, etc. Est-ce qu'on n'est pas face à une énorme bataille de communication? Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que les deux gagnent. C'est clair. Les deux gagnent. Le FBI se refait la cerise, je dirais, en disant non, vous voyez, contrairement à ce que Snowden vous a dit, on n'a pas accès surtout, on est obligé de se battre. Et de l'autre côté, Apple gagne. Apple dit vous voyez, on vous protège, etc. On a un accès. Donc est-ce qu'on n'est pas marketing américain? Est-ce qu'on n'est pas dans un grand cirque? Voilà, moi c'est ma question. J'ai pas la réponse. J'ai juste la question. Avec Donald Trump qui met de l'huile sur le feu, évidemment, c'est son job, et qui va évidemment à fond du côté du FBI en essayant de dire que Tim Cook est finalement juste un terroriste parmi d'autres. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on en pense? C'est à peu près ce qu'il a dit.
Qu'est-ce qu'on en pense, Mounia, de ce sujet-là? Je suis un peu partagée parce qu'en même temps, je me dis que c'est aussi pour nous protéger et qu'ils veulent avoir accès à nos infos. Mais en même temps, c'est très compliqué parce que... Enfin, vous ne pas de la meilleure façon possible. Ça, jusqu'à oui, présent. tout à fait. Ouais. Et puis en plus, le problème, c'est que ça crée un précédent. Ah, Puis si demain, le FBI a le droit, les autres pays pourront dire à Apple, nous aussi, on veut avoir accès. Et puis... c'est très compliqué, ça crée un précédent. Je pense qu'en ce moment, le monde est un peu sous pression. Et À mon avis, le FBI va négocier une exclue. C'est-à-dire que s'ils ont les données, ils ne vont pas les donner à quelqu'un d'autre. Non, mais par contre, d'autres pays où Apple opère pourront dire vous l'avez donné aux États-Unis, vous voulez avoir. Ce qui les mettrait en position de force dans le monde entier. Oui, mais d'autres pays pourront dire on veut aussi avoir accès. Et Apple fait du business partout. Donc, mais je pense qu'il faut résister à cette pression et bien protéger les droits des citoyens. Quelqu'un qui a été fort, c'est Obama, qui a fait du Obama, en fait, en disant non, il ne faut pas complètement espionner, mais en même temps, il faut comprendre qu'il ne faut pas se braquer. Mais... Donc, en fait, il n'a rien dit. C'était Austin au South by Southwest. Une façon habile de dire je suis un peu entre les deux et débrouillez-vous avec ce problème, C'est du finalement. marketing. Il ne faut pas se leurrer. C'est une guerre. Moi, je ne suis pas du tout des complotistes et je ne l'étais pas. D'ailleurs, fut un temps, je m'opposais à Fabrice Epelboin. J'ai changé d'avis depuis la révélation de Snowden. Tout ça, c'est du pipeau. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que ces gens-là lisent les informations qu'ils souhaitent avoir, les utilisent de façon non démocratique et que ça n'est pas acceptable. D'accord avec ça, Eric? Oui, on peut se demander effectivement s'il n'y a pas une grande part de bluff dans l'action du FBI à l'encontre d'Apple. Je mettrais quand même un petit bémol. Alors, je soutiens, moi, de façon déterminée, la position d'Apple, mais si Apple était un parangon de vertu, ça me dérangerait un petit peu moins. Ça se saurait. Là, OK, Apple protège les données de ses utilisateurs, mais Apple a toutes les données. Et Apple décide aussi parfois de ce qui est bon ou pas pour nous. Et ça me dérange un petit peu. Ouais. C'est vrai que là, pour l'instant, ils n'ont pas prouvé nécessairement qu'ils étaient à 100% pour la protection de toutes les données. Voilà. Et la question qu'on pourrait aussi se poser, si on étend un peu la situation, c'est de se dire, est-ce que si la même question était posée par le FBI à Google vis-à-vis d'un système Android, quid de Google, quelle serait la position de Google, sachant que Google connaît encore 10 fois plus de choses sur nous. Enfin, il y a une réalité, c'est que ce soit aux États-Unis ou en France ou dans d'autres pays, il y a quand même une volonté des gouvernements d'avoir à volonté accès aux communications téléphoniques notamment. On parle des antennes relais 3G, 4G en France qui pourraient remplacer les MC Catcher, en fait, tout simplement directement. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'aller espionner avec sa petite mallette, on peut directement se connecter là-dessus. C'est quand même... quelque chose qui est en train de se passer, qui est vraiment du ressort des libertés individuelles qui se joue là en ce moment, non? Il y a effectivement quelque chose qui est en train d'arriver, c'est un changement de paradigme technologique, ce qu'on appelle le Software Defined Network, parce qu'on retire à peu près toutes les technologies non IP du réseau, et donc on a un réseau qui est full IP, jusqu'à la BTS, jusqu'à l'antenne. Ce qui veut dire en français courant pour ceux qui parlent. C'est assez simple de faire des interceptions à peu près n'importe où, et surtout les rendre beaucoup plus ciblées. Et je crois que, encore une fois, il n'y a jamais de débat sur ces sujets. Moi, je ne suis pas opposé au renseignement. Je pense qu'on est dans un monde dangereux, il faut se défendre, etc. Mais on est dans une démocratie. Je pense qu'on a le droit, en tant que citoyen, de se poser la question de savoir comment ça fonctionne, ne serait-ce que pour préserver les garanties démocratiques. On a juste le droit de donner son avis pour savoir si on a envie ou pas d'être espionné de façon assez... Non, personne n'a envie d'être espionné, mais je pense que si on ne sait pas comment ça fonctionne... Ça dépend, j'en connais. Enfin, je ne citerai pas. Ouais, c'est possible. Mais je pense que quand il y a un pouvoir très fort, il faut un contre-pouvoir très fort. Ouais. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les Estoniens. Les Estoniens, ils ont un gouvernement qui est très, très électronique. Eh bien, ils ont surdéveloppé le pouvoir judiciaire. Si vous considérez qu'on a regardé vos données de façon abusive, vous pouvez saisir très facilement une sorte de CNIL avec des pouvoirs de police et qui peut mettre en prison des fonctionnaires. Et si une partie de l'État a demandé des données et que l'autre partie vous les demande, vous avez le droit de dire non? L'État a déjà ces données-là, démerdez-vous, entre guillemets, pour avoir ces données-là. Voilà, ce qui pourrait être fait en France où on les sépare. Ce qui pourrait être fait entre la NSA et le FBI, qui sont quand même deux organismes étatiques américains. Ce qui est peut-être fait d'ailleurs. Le NSA espionne, la FBI pourrait se servir tout simplement de ces données-là, s'il ne se faisait pas la guerre entre eux. Il est important quand même de préciser que Tim Cook a bien indiqué au FBI qu'il mettrait à disposition les données de ce fameux téléphone, mais qu'il les garderait et qu'il se contenterait de les transmettre sans donner le code de déblocage du téléphone. Donc c'est un argument contre les arguties de Trump qui dit que Cook est un terroriste. Ouais. On pourra parler pendant des heures des arguties de Trump. Deuxième sujet de ce grand débat du web numéro 18.
on rentre dans le dur de la disruption des banques, du système bancaire, du système financier en général. Les startups de la fintech, c'est un peu le terme générique pour qualifier toutes les startups qui interviennent dans ce domaine-là, vont-elles vraiment disrupter le système bancaire? J'ai voulu mettre un vraiment parce que évidemment, on sait qu'il y a des startups qui sont en train de proposer des choses très très nouvelles. On sait aussi que les banques ont un pouvoir qui est fort lorsqu'elles veulent réagir. Et si leur petit business, ou leur gros business en l'occurrence, est en péril, à un moment précis, elles peuvent réagir de façon forte. Elles ont les moyens pour ça. Il y a une étude du cabinet d'audit et de conseil PwC qui vient juste de sortir sur des dirigeants de services financiers et qui dit que la principale menace constituée par les fintechs réside dans la pression exercée sur les marges. On est au cœur du business. La question de sécurité, c'est les marges. On ne veut pas que ces gens-là, avec leurs petites start-up, viennent nous bouffer nos marges. On voit bien ce qui se passe dans les transferts internationaux, par exemple, où des start-up sont réellement en train de faire du business très fort parce que, évidemment, quand on ne prend plus 5 euros mais quelques centimes à chaque transaction, et notamment sur toutes les transactions des diasporas avec l'Afrique ou l'Asie, évidemment, ça intéresse pas mal de monde. Les pros estiment qu'ils pourraient perdre jusqu'à 25% de leurs revenus, ça c'est ce qui ressort de l'enquête. Et la troisième menace, enfin, la sécurité des données. Mais ça arrive vraiment en troisième position, donc c'est une grande histoire de fric. Et ça prouve que, alors, est-ce que les banques n'ont rien compris à la menace qui arrive, ou est-ce que finalement elles ont très très bien compris qu'il suffira de sortir son carnet de chèques, de racheter ces startups et d'intégrer ces technologies? On parlera peut-être de blockchain d'ailleurs. Juste derrière, Eric. Alors, en fait, les banques vont commencer à travailler avec des startups et il y a deux choses en fait. Il va y avoir deux voies. C'est ceux qui vont s'appuyer sur le savoir-faire des startups et les startups qui vont travailler avec les banques. Et du coup, les banques vont de facto devenir des espèces de plateformes sur lesquelles vont venir se plugger des startups qui vont les aider à se disrupter. Et d'un autre côté, il y a effectivement certaines, probablement, alors je ne suis pas spécialiste du secteur, mais certains secteurs bancaires qui sont en grand danger avec les systèmes qui désintermédient les échanges d'argent entre particuliers, les possibilités de paiement mobile, enfin, toute cette kyrielle de start-up. Aujourd'hui, je crois qu'en France, on a facilement 60 start-up spécialisées dans les transactions financières. Et puis après, eh bien, il peut y avoir des choses qui vont disparaître. Je ne sais pas, par exemple, les bureaux de change dans les aéroports, est-ce qu'ils ne sont pas condamnés à terme par des systèmes Ça semble un peu évident, là, a priori, non? Je ne sais pas. Mounia, est-ce que vous investissez dans des fintechs en ce moment? Moi, je vois beaucoup de projets très intéressants dans les fintechs. Je vais être assez radicale. Je pense que c'est les startups qui vont... que les banques, en gros, ne peuvent pas innover. Ce qu'elles peuvent faire, c'est racheter des startups. Mais le grand danger, et ce qui arrive malheureusement souvent, c'est qu'elles les asphyxient. Au lieu d'apprendre, elles les tuent. Donc je pense que la startup ou les startups qui gagneront, ce seront celles qui résisteront à une offre de rachat alléchante le plus longtemps possible. Est-ce qu'il y a des secteurs qui vous semblent plus intéressants? On parlait des marges, notamment sur les transferts. Ça, on voit bien que là, clairement, les banques ont pris un tel pouvoir de ponctionner des sommes incroyables que les startups vont évidemment les manger sur ce secteur-là. Oui. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire du côté du consommateur final, la banque de détail, et qu'on n'en est qu'au début. Mais ce que je vois, c'est que surtout dans les nouvelles générations, les gens en ont marre de la façon dont les banques nous traitent. Et c'est incroyable encore aujourd'hui, en 2016, de voir qu'on n'arrive pas à contacter son conseiller bancaire. Et les banques, je suis sûre qu'elles ont compris. Mais elles vont mettre trop de temps. On voit bien aussi que les banques réagissent quand même. Elles ont toutes les nouvelles banques en ligne qui sont quand même des émanations des banques traditionnelles. Ouais, mais non, donc elles sont trop grosses. ça l'aspect, c'est du Canada Dry de l'innovation, ça. Je suis très radicale sur le sujet. Je rejoins le front de gauche. Gilles, c'est mort, les startups vont l'emporter dans cette histoire-là ou pas? Ouais, moi, je m'intéresse plus aux enjeux de macroéconomie. Il y a un économiste qui est génial, qui s'appelle Paul David, qui est américain, et qui a beaucoup étudié la transition entre la première et la deuxième révolution industrielle. En fait, je pense qu'il y a des grands parallèles. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est une hybridation des business. C'est-à-dire que ce n'est pas les nouveaux arrivants qui ont remplacé les prédécesseurs, mais il y a une hybridation des business. Et c'est souvent les 200 familles, quelque part, elles ont réussi à traverser, à passer au XXe siècle, peut-être au XXIe d'ailleurs. Donc il va y avoir des acteurs qui vont grossir, qui vont se faire racheter. Et le fait qu'il y ait de la pression sur les marges, c'est bien. Ça veut dire que le marché est sain. Ça veut dire que c'était le problème auparavant, c'est qu'on avait un marché qui était tellement tenu par la régulation que les banques n'avaient plus aucune raison d'innover. Il n'y a pas qu'une histoire de marge. Il y a quand même, quand on voit les États qui sont obligés d'être très proactifs en demandant aux banques et en aidant les banques à devenir ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire de prêter de l'argent, tout à fait, même leur métier de base. Et c'est exactement ça. On est quand même dans un dévoiement total du métier des banquiers aujourd'hui. Je suis assez d'accord. Je pense que c'est vrai que le système financier est devenu relativement fou, qu'on voit que les masses monétaires sont de la spéculation et que c'est très problématique. Je ne suis pas sûr
que les startups vont réduire ça. En revanche, qu'elles mettent la pression sur les marges, c'est excellent pour l'économie parce que ça va faire en sorte qu'il y aura plus d'argent qui va circuler. Il y a une dizaine d'années, Philippe, on parlait ensemble de la disruption des médias. Ils allaient tous mourir. On a tous prendre le pouvoir avec nos podcasts, et en fait, non. À l'arrivée. Il y en a un certain nombre qui sont morts, Il y en a un et il y en certain a nombre qui beaucoup qui vont pas bien. Mais en même temps, on s'est aperçu que petit à petit, les grandes structures ont une capacité à se renouveler, à se régénérer. C'est un peu des phénix, toutes ces grandes structures, et elles ont une capacité quand même à tomber bas et à rebondir. un Ouais, petit peu. il y a quelque chose. Moi, je suis un peu Madame Michu dans ce débat-là, parce que je ne connais pas le secteur en profondeur, mais le peu de discussions que j'ai eues avec des gens que j'ai pu croiser qui montaient des startups dans ce domaine-là, c'est un secteur excessivement réglementé, contrairement à celui des médias. On n'entre pas dans le secteur de la manière, enfin, on n'arrive pas comme ça, oui, on va vite en prison. Il y a un certain nombre d'habilitations, Sans toucher du franc, hein. d'agréments à obtenir. Il y a un certain nombre de réglementations Litchi parfois a mis 2 ans, plus de compliquées, 2 ans à obtenir à l'agrément obtenir. bancaire. Ils sont Donc, partis au Luxembourg. Donc, Ouais. derrière cette question de la disruption, il y a aussi la question du mur légal et réglementaire qui, pour l'instant, d'une certaine manière, protège les acteurs existants. Les protège, je ne dis pas que c'est à mauvais titre, parce qu'on a besoin d'avoir confiance dans le système monétaire, dans le système financier, etc. Donc, on a besoin qu'il n'y ait effectivement pas n'importe qui puisse y aller y faire n'importe quoi. Mais néanmoins, je pense que tout ce qu'on peut penser de ce secteur et la manière dont il va être disrupté doit être tempéré par ces barrières réglementaires qui font que ça sera sans doute moins que le secteur du transport ou moins que je ne sais quel autre secteur ouvert à tous les entrants. Secteur du transport, parlons d'Uber, tout d'un coup, le gouvernement est capable de sortir un petit texte qui fait que ça limite la n'existait pas a possibilité priori. de grossir. Donc Ça c'est- n'existait pas a priori. La Alors question que de dans savoir le- si les barrières réglementaires ne sont pas des digues de papier, en fait. Parce que la user experience emporte tout. Au bout d'un moment, quand vous avez quelque chose qui est vraiment beaucoup plus efficace, eh bien, vous ne pouvez pas aller contre le sentiment des citoyens que ça on va pas devrait ouvrir le être. débat sur la blockchain, mais la blockchain par essence, elle est informelle et internationale, et qu'aujourd'hui, les transferts, notamment d'argent, se font évidemment via le Bitcoin potentiellement, mais en tout cas, la blockchain peut permettre de disrupter tout ça sans régulation locale, quoi. Il y a C'est quand même très ça. très faible, hein, les volumes de la blockchain. Pour sont revenir Ils sur la sont assez réglementation, ce qu'on peut constater, c'est que les premières startups qui sont lancées dans les fintech ont mis beaucoup plus de temps et ont eu besoin de beaucoup plus d'argent pour avoir les agréments. Aujourd'hui, les nouvelles startups mettent moins de temps et surtout, elles arrivent à signer des partenariats malins qui leur font gagner ce temps-là. Les premières startups du type Prêt d'Union, Litchi, effectivement, elles ont mis 2 ans. C'est des boîtes qui ont levé 5 millions d'euros avant même de pouvoir, en tout cas pour Prêt d'Union, avant même de pouvoir opérer. C'est plus le cas des nouvelles startups qu'on voit aujourd'hui parce qu'elles signent des partenariats qui leur permettent de gagner du temps. C'était dans un tunnel juridique où il fallait du courage aux investisseurs pour mettre de l'argent. Effectivement. Parce que Effectivement. franchement, la compliqué. lumière était très très loin au bout du tunnel, juridiquement, dans cette affaire-là. Allez, on termine cette émission comme chaque fois avec des plus 1, moins 1, les coups de cœur, les coups de gueule de la semaine. Gilles est en train de réfléchir. Philippe. Moi, ça sera un coup de cœur pour nos confrères journalistes de la radio-télévision suisse qui sont en train, en matière de reportage, de bousculer pas mal de choses. Alors, ils ne sont pas tout à fait les Ça fait premiers très longtemps qu'ils sont très bons. à le faire, mais là, ils envoient des reporters sur le terrain et les reporters, en plus de produire un reportage pour la fin de la semaine, racontent minute par minute ce qui se passe dans leur reportage en utilisant toutes les plateformes disponibles, de Twitter à Facebook, en passant par SoundCloud, par Instagram, etc. Et on peut vraiment suivre le travail du journaliste en train de se faire sur un certain nombre de formats qu'ils ont développés. Et je trouve ça très intéressant, notamment dans l'objectif qui est de restituer une part de confiance de l'audience dans le travail des journalistes en ouvrant la cuisine en quelque sorte et en montrant comment travaillent les journalistes. Est-ce que vous avez trouvé un plus 1, moins 1, Gilles? Non, je suis toujours très très sec là. Je vous laisse 30 secondes. Mounia. Alors, petit coup de cœur pour Marjolaine Grondin de Jam, qu'on accompagne depuis peu. Ah, bah chez décidément, Isaïe. ça fait la deuxième fois qu'on nous fait un coup de cœur, mais c'est bien. Sur Marjolaine, elle est super. Elle est c'est super. pour ça. Il faut qu'on Elle a- l'invite définitivement là. Elle a intervenu à la journée de la femme digitale Ouais. et elle a dit un truc qui m'a beaucoup fait réfléchir. Elle a dit l'audace aujourd'hui, c'est de s'écouter. Je vous laisse méditer cette phrase. Un rappel de ce que fait Jam. Jam, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un service pour les étudiants qui permet par texto de recevoir un tas d'informations du style Jam, je cherche un stage, Jam, je cherche un resto ce soir dans le 9e. Donc, c'est réservé aux étudiants, mais vous pouvez tester, c'est assez bluffant. Eric. Moi, c'est le retour d'un des pionniers du peer-to-peer, c'est Sean Parker, qui avait fondé Napster. Et qui, donc là, on Sean remonte Parker, Facebook, pas The Facebook.
Oui, on remonte à la préhistoire du web, et effectivement, c'est quelqu'un qui remonte à des temps très anciens, mais qui ne doit même pas avoir 40 ans, et qui revient avec une autre idée aujourd'hui, qui est screening room, c'est-à-dire en fait permettre aux gens de voir les films le jour de leur sortie chez eux, moyennant un abonnement à un système de box. Il est en train de négocier avec les studios. C'est pas gagné encore, parce que il y a des querelles évidemment de droit, il y a des exploitants de salles qui ne sont pas d'accord. Par contre, les Spielberg et compagnie sont a priori d'accord. Donc ça va être intéressant de suivre ça. Je trouve que c'est bien, parce que c'est un truc dont on a toujours tous un peu rêvé. Après, il ne faut pas que ça vide les salles de cinéma non plus, ça serait dommage. C'est bien de casser un peu la chronologie des médias, ça devient un peu pénible à l'heure Oui, d'Internet, c'est cette vraiment chronologie assez lourde, finalement. Bon, j'ai trouvé. Ouais, alors, 15 secondes, Gilles. Ok. Fatia Hadjat qui fait un MOOC dans les banlieues difficiles. Elle commence à Villeurbanne. Pardon, pas un MOOC, elle fait un TEDx. Et donc, les gens qui font ces MOOC, ce sont des jeunes issus de ces banlieues. Alors, je ne connais pas encore les thèmes, elle va en faire plusieurs, mais je trouve ça top. C'est un thème TEDx quelque chose ou non? Oui, c'est un TEDx sur elle a 2-3 thèmes, dont un thème qui est assez marrant, qui est le thème de l'amour. Alors, je ne sais pas ce qu'elle va faire avec ça. Ça donne envie, là, voilà. d'aller jeter un coup d'œil. Ça, c'est quoi son nom, on rappelle? Fatia Hadjat. Fatia Hadjat. Vous tapez ça. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette 18e émission du Grand Débat du Web, chaque semaine sur Digital Business News, quand vous voulez. En partage, évidemment, autant que vous voulez, avec des commentaires à foison. Et puis, vous pourrez les retrouver également sur la chaîne demain. Ça démarre le samedi à 17h. Et puis, vous avez plusieurs diffusions comme ça tout au long de la semaine. C'était le Grand Débat du Web. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.